Donc bonjour à tous. Comme il vient de le dire, mon projet de recherche, vous venez de l'entendre. Je suis sous la supervision de Jacques Brisson, à l'Institut de recherche en biologie végétale, donc ici même, et co-dirigé par Daniel Dagenet et Margit Koivanik. Donc tout d'abord, les biorétentions, c'est des phytotechnologies de gestion des eaux pluviales, elles sont aussi capables de s'adapter à un milieu urbain et donc avec un design très flexible. On les voit par exemple au niveau des intersections, mais également au niveau des parkings ou encore en bordure de trottoirs et de routes. Les objectifs de rétention sont multiples. Ils peuvent être notamment hydrologiques par la réduction des débits de pointe et des volumes totaux, mais également l'amélioration de la qualité des eaux par l'enlèvement de nutriments, de métaux, d'hydrocarbures ou encore de pathogènes. Évidemment, comme c'est des phytotechnologies, ils présentent également tout un tas de bénéfices secondaires connexes. Je pense notamment aux bénéfices sociaux, environnementaux, économiques, etc. Les biorétentions sont composées de 3 caractéristiques principales. On voit le système hydraulique, qui est une composante technique, le substrat et les végétaux. Mes objectifs de recherche durant mon doctorat sont tout d'abord de caractériser quelle est la contribution réelle des espèces végétales, notamment en conditions climatiques froides, et donc voir quel est aussi l'impact des salles de déglaçage en climat froid sur la performance des biorétentions, et finalement de caractériser les micro-organismes également présents dans ces systèmes et de voir s'ils participent également à la contribution de la performance des biorétentions. Donc pour ça, j'avais à ma disposition 3 sites expérimentaux. Le premier, c'était 32 biorétentions situées sur l'avenue Papineau à Montréal, au niveau du parc Frédéric Bach, qui ont été suivies pendant 2 ans. Également, 6 biorétentions sur la cinquantaine installées sur le boulevard Saint-Maurice à Trois-Rivières, qui ont été suivies pendant 3 ans, et 25 mésocosmes en serre, qui ont été suivis pendant 3 ans au Jardin botanique, au bout du Jardin botanique, pour ceux qui ont été. Je vais principalement m'attarder sur les résultats de cette expérience en serre parce que beaucoup plus de réplicas et donc beaucoup plus de robustesse dans mes statistiques. Pour ce qui est de la sélection des espèces végétales en mésocosme, il y avait 4 espèces végétales avec des types biologiques très variés. Il y avait par exemple une espèce ligneuse, le Cornus sericea, 2 vivaces, Joncus effusus et Iris versicolore, et une graminée, Cecleria autumnalis. J'avais également des réplicas non plantés à des fins de contrôle. Pour ce qui est de l'irrigation, évidemment, j'ai essayé de mimer au maximum les conditions réelles, autant dans la fréquence d'irrigation que dans la quantité d'irrigation et dans la qualité du ruissellement. Donc j'ai mimé finalement une eau de ruissellement semi-synthétique, comme ce qui arriverait à Trois-Rivières ou potentiellement à Montréal, vu que c'est pas très loin. Pour mon premier chapitre qui s'attarde sur la contribution réelle des espèces végétales en biorétention, je vais m'attarder principalement sur à voir s'il existe des variations saisonnières, également voir s'il existe des variations entre les différentes espèces qui ont été testées, et finalement, si de telles différences existent, est-ce que des traits fonctionnels nous permettraient de prédire finalement leur efficacité. Donc pour ça, le dispositif expérimental en serre a été suivi pendant 9 mois d'expérimentation après 1 an de période d'établissement des plantes. Ça couvre une période végétative ainsi qu'une période de dormance pour voir finalement l'effet des saisons. J'ai suivi finalement la croissance des plantes et leur performance dans le système, également les changements de qualité de substrat et finalement l'hydrologie, ce qui nous importe vraiment pour finalement la performance des biorétentions, donc à la fois les débits, les volumes et la qualité de l'eau. Pour ce qui est de la réduction des volumes d'eau, ici vous pouvez voir l'évapotranspiration en fonction des 2 périodes suivies et des espèces végétales, et on voit que les plantes agissent significativement sur l'évapotranspiration et donc sur la réduction des volumes d'eau, sur les biorétentions, pardon. Par contre, il semble se limiter que pendant la période végétative et donc pendant la période de dormance, les non plantés sont autant efficaces que les plantés, à l'exception du Joncus. Seulement, il faut prendre en compte que les Joncus, pendant la période de dormance considérée, avaient été encore légèrement en période végétative comparé aux autres espèces. C'est pour ça que c'est revenu légèrement significatif. Cependant, il est quand même à noter qu'une plante qui a une période végétative plus longue, c'est un point positif pour son application dans les systèmes de biorétention.
Pour ce qui est de la réduction des débits de pointe, encore une fois, on voit que les plantes ont un effet significatif sur la réduction des débits de pointe, avec Joncus et Cornus qui ont été les espèces les plus efficaces parmi les 4 testées. Pour ce qui est finalement des changements de qualité de l'eau, lorsqu'on regarde les métaux, on voit qu'il n'y a pas de différence significative pour l'enlèvement des métaux, considérant le chrome, le nickel, le plomb et le zinc. Par contre, on voit qu'il y a un effet significatif des plantes pour le fer, avec encore une fois Cornus et Joncus qui sont les plus efficaces. Il est à noter que le fer dans l'eau de ruissellement, c'était l'élément avec la plus grande concentration, donc potentiellement que pour les autres métaux, le même type de... le biorétention pourrait être efficace, mais les concentrations sont tellement faibles que finalement ça ne ressortirait pas significatif statistiquement. Aussi, quand on s'est attardé à savoir où était le fer finalement qui était retenu plus dans les mésocones plantés par les Cornus et les Joncus, on peut voir que dans les parties végétales, donc dans la biomasse foliaire, il n'y avait pas plus... le fer était indétectable dans les feuilles de Joncus, ce qui montre que finalement le fer n'a pas été absorbé par les végétaux, mais est potentiellement plus retenu dans le substrat, supposément parce que le Cornus et le Joncus étaient aussi les espèces qui évapotranspiraient le plus et donc qui enlevaient le plus d'eau du système. Pour ce qui est des nutriments, on voit qu'il y a un effet significatif des plantes et encore une fois, le Cornus et le Joncus étaient les 2 espèces les plus efficaces pour l'enlèvement à la fois de l'azote et du phosphore. Également, on peut noter qu'il n'y a pas de différence entre... les systèmes de biorétention sont efficaces pour l'enlèvement des nutriments à la fois pendant la période de dormance et la période végétative. Pour ce qui est des traits fonctionnels qui nous permettraient de prédire finalement l'efficacité des plantes, on peut voir que finalement la densité racinaire à gauche et la biomasse foliaire présentent la même tendance que l'efficacité des plantes pour finalement lorsqu'il y avait un effet d'espèce. Cependant, on n'avait pas assez d'espèces végétales finalement pour vraiment avoir une fiabilité dans cette corrélation, mais on montre qu'il y a quand même une tendance et peut-être qu'on pourrait faire un peu plus de recherche à ce niveau-là. Donc, pour conclure sur mon chapitre 1, on voit que tous les systèmes de biorétention, plantés ou non plantés, sont efficaces pour enlever les métaux et réduire les volumes. Les plantes contribuent significativement à l'enlèvement des nutriments, réduction des volumes accrus, enlèvement du fer accru et diminution des débits. Il y avait des variations saisonnières pour certains de ces éléments. Il y avait également des variations entre les plantes, donc le choix des espèces végétales serait primordial et les traits fonctionnels, ça nous prendrait peut-être un peu plus de recherche à ce niveau-là pour être mieux capable de prédire les performances des plantes. Pour ce qui est de mon 2e chapitre qui s'intéresse donc à l'effet du sel de déglaçage, je vais encore une fois m'intéresser donc aux performances des biorétentions en fonction de la concentration en sel, donc l'hydrologie et la qualité de l'eau. Également, je vais voir s'il n'y a pas un effet indirect du sel de déglaçage, vu que les plantes ont un effet, si le sel impacte les plantes, il pourrait donc y avoir un effet indirect sur la performance des biorétentions. Je vais également regarder s'il y a combien de temps cet effet dure dans le temps, s'il y a un effet du chlorure de sodium. Dans le fond, c'est le même dispositif expérimental. Après les 9 mois, on a refait un 6 mois de suivi, sauf qu'entre les deux, on a fait au printemps 4 flushs de chasse de sel de déglaçage, donc un ruissellement avec du chlorure de sodium, à 4 concentrations différentes, 4000 mg par litre qui correspond à un épandage de sel pur, 1000 mg par litre qui correspond à un épandage de sel abrasif, et 250 mg par litre qui correspond aux recommandations canadiennes pour l'eau de ruissellement. Et évidemment 0 mg par litre comme contrôle. Finalement, le même suivi a été fait que précédemment, et on peut voir que pour la réduction des volumes d'eau, juste après l'épandage des sels de déglaçage, il n'y a pas de différence d'évapotranspiration, quelle que soit la concentration en sel utilisée. Donc pas d'effet du sel de déglaçage sur la réduction des volumes d'eau. Pour ce qui est de la réduction des débits de pointe, même constat, après la chasse de sel de déglaçage, pas de changement des débits de pointe. En revanche, considérant les changements de qualité d'eau, on voit que pour les métaux, notamment le calcium et le magnésium, on a un relargage accru de calcium et de magnésium juste après l'épandage de ces sels de déglaçage, et cet effet perdure pendant à peu près 1 mois suite à cet épandage, avec un léger rebond inverse le mois suivant. Pour ce qui est des métaux plus
anciens métaux lourds, le fer, le cuivre, le nickel, le chrome, on voit qu'au contraire, il y a un enlèvement accru de ces métaux juste après l'épandage des salles de déglaçage. On suppose que finalement l'enlèvement des éléments structurants du sol, donc des cations, calcium et magnésium, ont libéré des cis d'échange cationique qui ont permis finalement l'absorption des autres métaux. Pour ce qui est du TOC, même tendance, du carbone organique total, même tendance que pour les métaux lourds. Encore une fois, avec un léger rebond qui est plus prononcé pour le TOC, plus visible sur ces courbes-ci. Pour ce qui est des nutriments phosphore et azote, on ne voit pas de différence significative dans l'enlèvement en fonction de la concentration en sel. Donc en conclusion, les sels de déglaçage n'ont pas d'impact sur l'hydrologie, volume et débit. En revanche, ça relargue des éléments structurants du sol, ce qui à long terme pourrait poser problème pour les biorétentions. En revanche, à contrario, ça améliore les performances d'enlèvement de métaux lourds et ça n'a pas d'effet sur les nutriments. Pour ce qui est de l'effet indirect, on n'a vu aucun effet des sels de déglaçage, quelles que soient les concentrations en sel appliquées sur les végétaux. C'est probablement parce qu'au moment de l'épandage des sels de déglaçage, les plantes sont encore en dormance et comme l'effet ne dure qu'un mois, potentiellement que les sels de déglaçage ne sont plus retrouvés au moment où les plantes sortent de dormance et où ça pourrait potentiellement plus les impacter. Mais c'est sûr que une étude sur plus long terme pourrait voir aussi s'il y a un effet de la déstructuration du sol sur les plantes. Donc la performance, comme je l'ai dit, dure environ un mois avec un léger rebond le mois suivant. Donc il n'y aurait potentiellement pas d'accumulation de l'effet du sel de déglaçage au fur et à mesure des années. Finalement, mon troisième chapitre, qui est finalement la contribution des micro-organismes. J'ai regardé à la fois la diversité et l'abondance des communautés bactériennes et fongiques en fonction des plantes, du sel de déglaçage et de la localisation dans les biorétentions. Pour ça, donc, j'ai utilisé à la fois l'expérience de terrain pour la localisation dans les biorétentions, comme vous vous en doutez, et l'expérience en serre avec des conditions plus contrôlées. J'ai regardé à la fois la communauté initiale, donc quand j'ai reçu les plantes de la pépinière, puis avant les chasses de sel de déglaçage et finalement après les chasses de sel de déglaçage. C'est pour ça. Excusez-moi, j'ai toussé dans le micro, ça doit être désagréable pour les oreilles. Okay. Donc rapidement, pour les communautés bactériennes, le top 20 des communautés qui ressortent, on voit que les Cesslaria, qui sont la seule espèce exotique, présentent une abondance plus faible de bactéries dans son système racinaire au début. Mais par contre, on voit qu'après 2 ans d'expérience, il y a une sorte d'homogénéisation de cette abondance et aussi des communautés qui, somme toute, semblent assez homogènes. On voit par contre que la diversité alpha des communautés a augmenté dans le temps pour toutes les espèces et pour finalement arriver à la même diversité que le substrat. Donc probablement que la diversité proviendrait principalement du substrat plutôt que lorsqu'on reçoit une plante de la pépinière. Aussi, on voit qu'après 2 ans, quand on regarde une analyse de dissimilarité, on voit que les communautés finalement se ressemblent de plus en plus et finalement viennent merger, donc encore une fois, une tendance à s'homogénéiser dans le temps. On voit qu'il n'y a pas eu d'effet du sel de déglaçage à la fois sur l'abondance que sur la diversité. Ça n'a pas changé. Ok. Et on voit que les communautés à Trois-Rivières et en serre sont assez semblables dans leur diversité, ce qui est assez prometteur quant à la fiabilité de nos données en expérience en serre. Aussi, par contre, à Trois-Rivières, on a vu qu'il y avait un effet de la conductivité sur la diversité, donc il faudrait peut-être un peu plus s'attarder à ce niveau-là. Peut-être que l'épandage de sel que j'ai fait en serre n'était peut-être pas similaire à ce qui a été retrouvé à Trois-Rivières. Pour ce qui est des communautés fongiques, rapidement, on voit que, encore une fois, les Cesslaria présentent une diversité fongique légèrement différente, avec une classe un peu plus représentée, qui n'est pas représentée dans les autres groupes. Et pour ce qui est de l'abondance, par contre, c'est un peu plus homogène que pour les communautés bactériennes. On voit aussi que la diversité fongique, il y a eu un gradient en fonction de l'espèce, donc des différences entre les espèces sur la diversité alpha. On retrouve notamment le non planté, le moins diversifié, le cornus, l'iris, le joncus et le Cesslaria. Donc, à l'inverse, le Cesslaria, en l'occurrence, serait plus diversifié.
Pas de dissimilarité, et finalement, bien que le NaCl ne semble pas changer beaucoup la diversité, on voit que ça impacte l'abondance, avec une diminution de l'abondance fongique en fonction de la concentration en sel appliquée en serre. Encore une fois, à Trois-Rivières, des données assez similaires à ce qui a été retrouvé en serre. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas.